Bonjour, bonjour, bienvenue sur Les Deux Rives, lesdeuxrives.info. Aujourd'hui, nous allons parler du géant latino-américain, le Brésil. Pourquoi? Parce qu'on a pris le prétexte des 100 premiers jours du gouvernement de Lula pour revenir sur ce pays qui donc fait partie d'un changement ou est un engrenage dans un changement vers un monde multipolaire, étant donné que c'est un moteur des BRICS. Donc, pour analyser ce qui se passe au Brésil, nous avons l'immense plaisir d'être avec Alexandre Lohmann, qui est un économiste français vivant au Brésil, qui connaît bien le pays et en plus les mécanismes économiques depuis l'intérieur. Donc, Alexandre, bonjour, merci d'être sur notre rive. Bonjour Romain, merci pour l'invitation. Alors, Alexandre, on va y aller cash. Donc, Lula, 100 jours. Le président a fait paraître un article que nous avons d'ailleurs traduit en français et publié sur le site lesdeuxrives.info, dans lequel Lula dit donc 100 jours ont suffi pour renverser un scénario épouvantable, dans lequel il dit aussi au cours des 100 premiers jours de mon gouvernement, nous avons travaillé sans relâche pour restaurer la dignité et la qualité de vie du peuple brésilien. Bon, très bien. Nous savons que Lula avait déjà émis le souhait, avant même de prendre possession, d'axer un peu sa présidence sur le social. La question est simple, qu'en est-il réellement? Parce que 100 jours, c'est tout de même pas grand-chose. Ah, forcément, Lula, il essaye de survendre son bilan, mais objectivement, sur l'économie, alors sur la scène internationale, c'est un peu différent, mais sur l'économie, en fait, il s'est pas passé grand-chose. Forcément, 100 jours, il faut beaucoup plus de temps au Brésil pour faire passer des projets de loi importants sur l'économie et encore plus pour que ces projets de loi aient un impact réel. Durant les 100 jours, qu'est-ce qui a été fait? Les principales mesures dans le domaine économique, ça a été de mettre en sommeil certains projets de privatisation, de concéder une augmentation du réel du salaire minimum. Alors, en fait, ils avaient pour projet de faire une revalorisation de 2,8% du salaire minimum. Et cette revalorisation de 2,8%, elle va avoir lieu juste en, en mai, donc le mois prochain. Et jusqu'ici, on a eu en janvier une revalorisation de 1,4. Donc voilà, même on n'a pas grand-chose en fait objectivement. Ils ont fait une proposition pour remplacer ce qu'on appelait le teto de gasto. C'est un système qui limitait l'augmentation des dépenses publiques. Elle ne pouvait pas croître plus que l'inflation. Mais en fait, même ça, en fait, le vrai projet n'a pas été encore présenté. Ils ont donné une sorte de PowerPoint à la presse et aux investisseurs pour dire, ben voilà, à peu près, notre proposition, c'est ça. Mais le texte final a même pas encore été présenté. Donc finalement, il y a encore beaucoup de suspense. Et voilà, donc clairement, il s'est rien passé. D'ailleurs, je regardais les sondages à ce sujet-là. Beaucoup de gens pensaient qu'en termes économiques, il y allait avoir Lula allait faire beaucoup plus de choses en 100 jours. Et en fait, il fallait pas avoir des attentes beaucoup trop élevées. Réformer l'économie d'un pays, que ce soit d'un côté d'une libéralisation ou de plus d'intervention d'État dans l'économie, ça prend pas 100 jours, ça prend plus de temps. Et d'ailleurs, hier, il y a des données d'inflation un petit peu plus positives qui ont été publiées, positives par rapport à ce qui était attendu. Et un membre du gouvernement a tweeté, voilà, c'est les résultats de notre politique. Il faut être modeste. Ouais. Le, le- le gouvernement Lula n'a pas fait grand-chose en termes économiques, ce qui ne veut pas dire que d'ici un an, il n'y aura pas des réformes importantes à prouver, comme le nouveau cadre fiscal, comme une plus grosse valorisation du salaire minimum, une réforme des impôts. En fait, le système des impôts au Brésil est complètement archaïque, avec les impôts reposent énormément sur l'industrie, très peu sur les services, alors que l'économie est essentiellement une économie de services, ce qui contribue à une certaine désindustrialisation. En plus, les impôts reposent également beaucoup sur la consommation et pas du tout, par exemple, je crois que les dividendes, c'est zéro.
Donc, voilà, il y a des réformes en cours, mais en fait, aucune n'a été présentée encore. Élaborer des textes, ça prend plus que 100 jours. Exactement, exactement. 100 jours, c'est vraiment rien, hein, c'est 3 mois. Alors en plus, on se rappelle que la prise de pouvoir de Lula avait donné lieu à un tumulte qui, pour le coup, était, euh, on va dire, le miroir un peu de la division de la société brésilienne, hein. Je parle de ce qui s'est passé à Brasilia en début janvier. Euh, et là, précisément, bon, quand même, on voit que même si, effectivement, en 3 mois, pas forcément passé grand-chose, il y a quand même des idées, il y a quand même une orientation qui est donnée, plus sociale, d'essayer de remettre l'économie pour développer le pays le niveau de vie. Mais ça se fait dans un pays qui est divisé et Lula n'a pas la majorité au Parlement. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus, justement, sur cette division politique et sociale? Ouais, bon, la division politique, elle est évidente. Parce que le candidat Bolsonaro a fait presque 50% finalement, hein. Il y a eu 48-52 à peu près. Et donc forcément, le pays est divisé. Et d'autant plus que dans le régime brésilien, c'est très rare que le président ait une majorité, parce que tant la Chambre des députés que le Sénat est toujours très divisé. Et il faut toujours essayer de chercher des majorités au cas par cas. Malheureusement, souvent, les majorités s'obtiennent en échange soit de réserves parlementaires, soit de bénéfices, soit d'échanges de Ou de postes ah tiens, ministériels même, hein, ou de de postes dans postes la fonction ministériels, publique, bien sûr. ou de postes dans l'administration pour le neveu ou le petit-fils. C'est malheureusement une réalité qui a existé sous Bolsonaro, qui a existé sous Lula et qui probablement va continuer d'exister. Au Brésil, le camp qui domine un petit peu la vie politique, c'est ce qu'on appelle le Centrão. Et le Centrão, c'est des partis qui n'ont pas trop d'idéologie, qui sont généralement du côté du pouvoir, mais qui monnaient leur soutien. Et donc, ça tourne toutes les négociations un petit peu plus longues. Et je me souviens qu'on avait fait une vidéo tous les deux au moment de l'élection au moment du premier tour ou du deuxième tour, je me souviens plus exactement, mais en disant que Lula était un social-démocrate. En fait, c'est assez compliqué parce que il y a clairement une aile, on dit ici l'aile politique du PT, qui est plus à gauche, et une aile plutôt, on va dire, social-démocrate, qui est plutôt incarnée par, en ce moment, par le ministre de l'économie, Fernando Haddad. En fait, Lula, il jongle un peu entre ces deux tendances. Et quand vous voyez ce que Lula fait dans le domaine économique, on voit vraiment qu'il essaie de jongler entre ces deux côtés. Par exemple, euh, il critique beaucoup en ce moment le président de la Banque centrale parce que ça permet de garder un petit peu son aile politique un petit peu plus à gauche, mais à côté, ils ne remettent pas en cause, en tout cas pour l'instant, euh, la- l'objectif d'inflation. C'est-à-dire que le gouvernement décide de l'objectif d'inflation et il pourrait décider de le remonter pour avoir une politique monétaire moins restrictive. Et pour l'instant, en fait, il se contente de critiquer la posture du président de la Banque centrale sans pour autant signaliser que le gouvernement va augmenter l'objectif d'inflation. Donc voilà, en fait, c'est une sorte de position d'équilibriste entre une politique qui est globalement social-démocrate, mais régulièrement comment dire, des des petites perches tendues à une gauche un peu plus, on va dire, je sais pas si radical c'est le mot, on va dire plus à gauche. Si on veut, pour moi, ça ressemble un peu au gouvernement Jospin. Je ne sais pas si c'est une bonne comparaison. Le gouvernement Jospin était social-démocrate, mais de temps en temps, il faisait des mesures bien à gauche, les 35 heures, Ouais. pour... C'est pas aux Brésiliens, hein. On se rappelle de l'État ne peut pas tout faire. On se rappelle que Jospin avait plus privatisé que Juppé et Balladur réunis. Mais nous ne sommes pas là pour parler de l'histoire de France. ouais, Merci pour la comparaison, en tout cas, parce qu'effectivement, il y a un peu de ça, hein, comme dans toute la. ouais, comparaison et par raison, c'est vrai que c'est deux Exactement. contextes très différents, mais c'est ce qui m'est Exactement. venu à l'idée.
Ouais, mais il y avait une attente, en tout cas, d'un secteur de gauche qui n'attaquait pas Jospin, en tout cas au début, et qui, on peut le voir comme ça sur Lula, bien évidemment. Alors, au-delà de la gauche, de la droite, il y a aussi les politiques, la politique étrangère du Brésil. Lula est en voyage en Chine. Qu'est-ce que ça représente? Alors déjà, il faut vraiment comprendre que le Brésil, au fur et à mesure, est devenu une sorte de fournisseur de matières premières de la Chine. Maintenant, c'est plus de la moitié du commerce extérieur. Donc, on exporte du soja, du minerai de fer, du pétrole. Et donc, vraiment, c'est devenu un pays incontournable pour le Brésil en termes économiques. Et notamment, Lula, il a peut-être une fibre un petit peu plus que Bolsonaro de cette thématique du monde multipolaire, où les BRICS auraient un poids beaucoup plus important. Et réellement, l'élection de Lula, ça signe un petit peu le... Pardon? Oui, donc je voulais juste préciser dans le commerce extérieur vers la Chine que sous la présidence Bolsonaro, le commerce extérieur vers la Chine a augmenté hein, du Brésil. Mm. Ça, non, vers le Parti communiste chinois de Chine. Oui, A c'est-à-dire qu'en fait, en fait, c'est une tendance Oui, irréversible. depuis plus d'une décennie. Donc voilà, donc même si Bolsonaro a pu avoir à certains moments, notamment au moment de la pandémie, il a pu avoir des paroles un petit peu malheureuses concernant la Chine, globalement, la réelle politique attire le Brésil vers la Chine. Et en plus de ça, donc Lula, il a une vision très, donc je disais, monde multipolaire, avec les BRICS qui devraient jouer un rôle beaucoup plus important. Et donc nécessairement, ça sous-entend non seulement un retour du Brésil sur la scène internationale, qui était plutôt en retrait par rapport à avant, une réapproximation avec les autres pays des BRICS, et également un élargissement des BRICS. Alors ça, c'est un peu le loto. On ne sait pas trop qui va rentrer. Tout le monde veut rentrer dans les BRICS. Je pense que ça va être beaucoup plus progressif. Certains parlent du Pakistan, de l'Indonésie, de l'Arabie Saoudite. Alors, il y a énormément de candidatures. Très probablement, les BRICS vont s'élargir parce que beaucoup de pays, depuis l'époque où le terme BRICS a été inventé, il y a beaucoup de pays qui sont énormément développés en termes économiques et qui mériteraient en fait d'en faire partie. Alors la question, c'est que je pense que ça va être quelque chose qui va être fait par étapes, mais clairement, le voyage de Lula vers la Chine, il doit être compris dans ce contexte d'essor des BRICS qui va devenir une sorte de presque une autre superpuissance à lui tout seul, même si c'est des États qui ont des opinions différentes. Et par exemple, un des thèmes que Lula va aborder avec la Chine, c'est la question des négociations entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce que les BRICS peuvent être une sorte de médiateur dans le conflit actuel? Et notamment, Lula a fait une déclaration concernant la guerre en Ukraine. Il a dit basiquement ceci, il a dit, voilà, la, il, Poutine ne peut pas rester avec les territoires qu'il a envahis durant la guerre, mais aussi peut-être qu'on peut-être discuter de la Crimée. Et donc finalement, cette déclaration était plutôt un pas vers le camp ukrainien en signalisant euh, voilà, Lula reconnaissait que éventuellement ben, la Russie devrait abandonner les territoires qu'elle a envahis pendant la guerre depuis février 2022. Mais c'est une déclaration qui a été très mal interprétée en Occident et y compris par l'Ukraine, où ils ont dit non, la Les extrémistes Crimée. ukrainiens ont rejeté immédiatement en disant qu'ils ne Ouais, renonceront jamais à la Crimée. Donc comme ça, poum, ça. oui. Et donc les journaux français ont titré sur cette partie de la Crimée, alors qu'en fait, c'était pas la partie importante de la phrase. Enfin, c'est une autre question. Et excuse-moi, Non, non, vas-y, vas-y, continue sur le et deuxième volet. deuxième volet de cette visite vers la Chine, en fait, il y a cette question de monnaie commune des BRICS. Ah, Alors, hein. il faut savoir que la question d'avoir une monnaie au Brésil qui dépasse le simple réal brésilien, c'est quelque chose de récurrent. C'est-à-dire qu'avant, on discutait beaucoup d'une monnaie entre le Brésil et l'Argentine.
Le Mhm. problème, c'est que bon, la situation de l'Argentine est un peu compliquée et du coup, ça aurait été probablement bénéfique pour l'Argentine et un petit peu moins pour le Brésil. Et c'était un thème qui était discuté à la fois par le PT, mais de temps en temps poussé également par exemple, Paulo Guedes, qui avait fait une déclaration en ce sens au World Economic Forum. Et alors là, la question qui est en train de monter en ce moment, c'est une éventuelle monnaie commune des BRICS. Alors, le problème, c'est que, vous savez, dans ce domaine-là, il y a les intentions et ensuite la mise en pratique. Donc, les gouvernements des BRICS ont annoncé qu'ils allaient travailler sur une solution de monnaie commune entre eux pour être un substitut au dollar. Voilà, il faudra probablement attendre assez longtemps avant qu'il y ait vraiment une réalisation concrète dans ce domaine, mais au moins l'intention est là. Et probablement quelque chose de plus probable qui va se passer dans l'intervalle, c'est que beaucoup d'États vont commencer à utiliser le yuan dans les transactions avec la Chine. Parce que par exemple, le, les, le Brésil exporte majoritairement avec la Chine, mais on passe par le dollar à chaque fois. Et donc ça, c'est peut-être un problème qui rend le Brésil un petit peu vulnérable au cycle de hausse ou baisse du dollar. Et passer directement par le yuan, d'augmenter le commerce avec la Chine, de diminuer les coûts de transaction et d'être moins dépendant du dollar. Alors, de même, là, il y a eu des annonces récemment qui ont été faites, mais il faut comprendre que c'est une tendance de long terme qui peut-être est en train de s'accélérer. Parce que, par exemple, les premières transactions, enfin, on avait déjà des nouvelles de transactions directes en yuan entre Vale, l'entreprise minière brésilienne, et la Chine, déjà en 2020. Donc là, en fait, on est en train d'augmenter le nombre de transactions qui seraient faites. Voilà, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel. C'est déjà une tendance lourde qui est logique et qui aurait lieu sans, euh, sans Lula, même sans les récents événements liés à la guerre en Ukraine. Alors probablement que là, c'est en train de s'accélérer à cause des événements récents. Mais voilà. Et alors, par exemple, quelque chose de tout simple, moi, je suis économiste, je travaille beaucoup sur les questions d'inflation. En ce qui concerne les cotations du minerai de fer, euh, pour, qui est l'une des principales exportations brésiliennes et qui est fondamentale pour la bourse à Sao Paulo. En fait, on ne regarde plus les prix à Chicago. Avant, tout le monde avait les yeux rivés sur la bourse des matières premières à Chicago et maintenant, le protagoniste dans le domaine des matières premières industrielles est passé à la Chine. Donc maintenant, c'est la bourse de Dalian qui fait les cotations. Et la bourse de Chicago est devenue suiveuse. En fait, ce mouvement qu'on a vu, parce que la Chine est le plus grand consommateur de matières premières industrielles, vu leur forte croissance, et ce mouvement qu'on a vu de marchés financiers qui finalement tournent leur focus vers la Chine, on va aussi le voir dans les monnaies. Et donc, c'est logique que progressivement, il y ait de plus en plus de monnaies, de transactions qui se fassent en yuan, et notamment dans les réserves de la Banque centrale européenne, alors pardon, de la Banque centrale brésilienne, on a une énorme part de dollars, mais on a sur les monnaies résiduelles qui sont en général tournent en dessous de 5%, eh bien, on a le yuan qui est passé devant l'euro. C'est-à-dire que voilà, on part de très bas, mais le poids de l'euro est au-dessus du yuan désormais dans les réserves de la Banque centrale brésilienne. Non, l'inverse. Le poids du yuan est supérieur à l'euro. Oui, pardon, excusez-moi. Oui, le poids Ah, du yuan est non, supérieur à l'euro. évidemment, ça c'est intéressant. Et on a vu que ça ne fait pas rire du tout à Washington. On a écouté par exemple le sénateur Marco Rubio, donc une tête de pont de la, du modèle colonial, impérial et néolibéral, donc un élu de Floride, dire si ça continue comme ça avec des échanges en yuan, nous ne pourrons plus sanctionner, c'est-à-dire faire des mesures coercitives unilatérales contre les pays que nous n'aimons pas, grosso modo. Et donc, c'est tout le ciment de l'empire américain qui risque de tomber. Donc ça, c'est intéressant. Et le Brésil, je dirais, parce que Bolsonaro aussi sur la guerre en Ukraine n'avait pas du tout suivi les États-Unis. Donc, qu'est-ce qu'il y a une diplomatie brésilienne
est-ce qu'il y a un consensus, en tout cas dans la diplomatie brésilienne, pour pousser vers ce monde multilatéral? Je pense que ouais, un peu une sorte de cette vision du monde multilatéral, c'est une permanence dans la politique étrangère brésilienne. Alors, ça va être plus ou moins marqué. Bolsonaro était plutôt focalisé sur la scène interne, mais n'empêche qu'il avait une position qui n'était pas si différente de ça que Lula par par rapport aux États-Unis. Alors, au tout début, il y avait une certaine fascination pour Trump, mais dès que ça a été Biden, en fait, finalement, qui a été élu, Bolsonaro était beaucoup plus en retrait par rapport à la relation avec les États-Unis. Et effectivement, voilà, c'est pas Lula qui arrive et qui, j'ai vu des analyses dans la presse française, mélenchonisation de Lula. Alors, je trouve ça vraiment complètement à côté de la plaque. Parce qu'en fait, c'est vraiment une tendance longue euh, de, d'être plutôt sur une position, ce qu'on appelait avant les non-alignés. Oui. Et donc, justement, cette position donc, pour un monde multilatéral a aussi des répercussions en Amérique latine. Le Brésil joue un rôle évidemment gigantesque en Amérique du Sud et en Amérique latine. Et donc, il y avait ce projet donc, qui était soutenu par Haddad, donc le ministre de l'économie actuel donc, de Lula, de créer une monnaie commune pour l'Amérique du Sud. Qu'en est-il de ce projet? Bon, alors c'est un peu particulier parce qu'en fait, c'était essentiellement une monnaie qui allait concerner l'Argentine et le Brésil, comme je le disais, peut-être avec des extensions au Mercosur. Euh, c'est un marronnier dans l'actualité brésilienne. C'est revenu, ça a été démenti par le gouvernement quand il a commencé à avoir des nouvelles là-dessus sur la presse. En fait, c'est probablement une idée qui flotte dans l'air, mais en fait, il n'y a absolument rien de concret. Je pense notamment parce que le problème, c'est que même s'il le voulait, pratiquement c'est difficile parce que le principal partenaire, donc, ce serait l'Argentine, et l'Argentine actuellement est complètement instable en termes macroéconomiques. Ils ont une inflation qui va toucher les 100%, et donc du coup, mettre une nouvelle monnaie dans ces conditions, c'est très compliqué. Et donc même s'il y avait vraiment une volonté de le faire, ce serait un petit peu repoussé au calendrier grec du fait des problèmes de l'Argentine et aussi des méfiances qu'il y aurait du côté brésilien à lier sa monnaie avec la monnaie, le réal brésilien, qui, mine de rien, a quand même une certaine crédibilité au sein de l'Amérique latine, de le lier à une monnaie qui est en train de, le peso argentin qui est en train d'un peu d'être dans la tourmente. Parce que Voilà. en fait, c'est un article de Haddad, donc qui date de l'année passée. Et oh là, zut, là. Dans cet article, donc il disait cette monnaie, donc il voudrait l'appeler le Sud, donc une nouvelle monnaie numérique sud-américaine qui serait émise par une banque centrale sud-américaine avec une capitalisation initiale faite par les pays membres proportionnelle à leur part respective dans le commerce régional. Et la capitalisation de cette monnaie se ferait avec les réserves internationales des pays et ou avec une taxe sur les exportations des pays extérieurs à la région. Donc, c'est quand même assez pensé. Alors, Oui, alors en fait, je pense ils ont vraiment travaillé là-dessus. Alors, Haddad et notamment Galipolo, qui est un économiste qui a plutôt une expérience sur les marchés financiers et qui est, alors c'est pas du tout sûr, mais qui est un des noms pressentis pour être le nouveau président de la Banque Centrale Européenne. Il poussait aussi dans ce sens-là. Mais toutes ces argumentations, ces travaux, ils ont été faits avant d'être élus. Et en fait, depuis qu'ils ont été élus, ils ont nié l'existence d'un projet. Et en fait, c'est ça. Je pense qu'en fait, effectivement, ils ont travaillé dessus. Si un jour le contexte est un peu plus favorable, je pense peut-être qu'ils pousseront pour ça. Mais actuellement, voilà, ils ont peut-être d'autres chats à fouetter, d'autres réformes à faire. Et du coup, c'est un peu remis au calendrier grec. Et c'est pour ça que je dis que plutôt qu'une monnaie, l'essor d'une monnaie sud-américaine, ce qui est beaucoup plus probable, c'est que progressivement, la part du yuan augmente et que le yuan devienne un peu, commence à concurrencer le dollar. Alors, j'ai parlé des réserves internationales du Brésil. Pour avoir une idée, l'euro, c'est 4,74%,
Alors, c'est des données de fin 2022, hein, et le yuan, c'est 5,37. Donc voilà, on est encore dans une marge importante possible de progression pour le yuan dans les réserves de la Banque centrale du Brésil. Et pour moi, il y aura cet essor du yuan bien avant un projet de monnaie au sein du Mercosur. Ok, très bien. Mais ce qui n'empêche qu'ils ont beaucoup travaillé sur l'hypothèse et Oui, je avant. pense que ça ressortira parce que je pense qu'effectivement, il y a tellement aussi de problèmes internes. Il n'a pas la majorité, il a un peu les mains liées. Il y a on va dire, un environnement géopolitique mondial qui est compliqué aussi. Donc, effectivement, les changements vont être petit à petit. Eh bien, écoute, Alexandre, merci beaucoup. Je te propose qu'on se retrouve dans 100 jours. Comme ça, on refait un point sur le Brésil dans 100 jours et puis on suivra Lula et son gouvernement et le Brésil et l'évolution du Brésil tous les 100 jours avec Alexandre sur les deux rives. Voilà, qu'est-ce que tu en dis? Pas de problème, avec plaisir, hein. Génial, génial. Eh bien, écoutez, voilà, eh bien, n'hésitez pas à mettre vos commentaires évidemment en dessous sur les 100 jours de Lula, sur le rôle du Brésil sur la scène internationale. N'hésitez pas non plus à aller sur le site www.lesdeuxrives.info, de cliquer sur Soutenez-nous et de faire une contribution dans la mesure de vos moyens, car figurez-vous que les deux rives ne sont financées ni en yuan, ni en réal, ni par aucune entreprise minière brésilienne, ni d'agro-export. Donc, nous ne pouvons compter que sur vous. Nous vous invitons donc à aller faire un don sur lesdeuxrives.info. Je vous remercie et à bientôt.